On peut peut-être, juste, se représenter peut-être en amont avec Nergis. Bah, écoutez, bonsoir et rebonsoir à tous. On est, ravis de vous, rencontrer pour certains et de vous retrouver, pour d'autres. L'idée de ce soir, c'est, de parler d'une masterclass. Donc, on va avoir, l'occasion d'aborder une thématique, un sujet, pendant, quelques dizaines de minutes, ce qui vous permettra de voir un petit peu aussi, dans l'environnement dans lequel, vous pourriez évoluer en intégrant, l'exec MBA, à Casablanca. Juste, avant de se lancer dans cette masterclass, on va se présenter avec, Nargis pour que vous puissiez savoir qui vous avez face à vous ce soir et puis, dans quel cadre, on est également, ici ce soir. Nargis, je te laisse commencer. Eh bien, merci Jean-Charles. Donc, je suis Nargis Saadi, je suis responsable développement Executive Education à Centrale Supélec Casablanca et je chapeaute entre autres le développement du MBA-EM Lyon, donc qui va commencer au mois d'octobre. Donc, je serai un peu un interlocuteur privilégié pour certains d'entre vous qui voudront se joindre à nous. Euh, voilà. Donc, je donne la parole à Jean-Charles. Eh beh, écoutez, Jean-Charles Clément, ravi de vous rencontrer une nouvelle fois. Moi, je suis professeur à l'EM Lyon Business School en finance et gouvernance d'entreprise. Je suis à l'EM Lyon depuis, plus d'une vingtaine d'années. J'interviens pour différents publics, que ça soit étudiants et professionnels. Dans le cadre, de l'exec MBA, à Casablanca, bah, je serai le directeur, académique du programme, et j'interviendrai également en tant que professeur sur toute la thématique, bah, finance et gouvernance d'entreprise. Voilà un petit peu pour ma part. Hem, alors ce qu'on vous propose, ce soir, c'est tout simplement, d'évoquer, une thématique. Voilà, on va prendre, 30-40 minutes sur cette thématique-là pour, réfléchir à une question qui est, celle que vous voyez, sous les yeux. Donc quel est l'impact de la gouvernance d'entreprise sur la stratégie? Et en fait, l'idée de, cette thématique ou de cette petite question qu'on peut aborder ensemble, ce soir, c'est, tout simplement de vous montrer aussi comment, d'un point de vue pédagogique, on peut s'inscrire, à l'EM Lyon, dans le cadre de l'exec MBA puisque, vous voyez, en regardant cette thématique-là, on parle de gouvernance d'entreprise, on parle de stratégie, on pourrait très bien aussi parler de finance. C'est pour vous faire comprendre que, vous voyez, on va mixer, plusieurs champs disciplinaires et d'essayer de prendre du recul systématiquement par rapport aux thématiques qu'on évolue, et qu'on va, travailler ensemble. Et puis à travers cette présentation ou cet échange aussi, que nous allons avoir, l'idée c'est quoi? C'est, bah, de pouvoir vous donner des clés de compréhension en fonction des thématiques que l'on peut aborder, dans le programme. Voilà. Alors, quel est l'impact de la gouvernance d'entreprise sur la stratégie? Donc, forcément, stratégie, ça doit un peu plus vous parler, j'espère quand même. Mais la dimension gouvernance d'entreprise, c'est pas forcément, une notion qui est très, connue ou qui est très, précise pour les uns les autres. Alors je vous propose déjà une définition, de cette gouvernance d'entreprise. Vous voyez, le gouvernement des entreprises recouvre l'ensemble des mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d'influencer les décisions des dirigeants. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est une définition de Gérard Charot dans les années 90. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette thématique ou ce champ disciplinaire, comme diraient les chercheurs, en la gouvernance d'entreprise, c'est une discipline qui est assez récente, qui a à peu près une trentaine d'années. Tout simplement, c'est apparu, avec cette notion de création de valeur, surtout très orientée, financière et très orientée actionnariale et donc se pose la question du, bah, finalement, pourquoi, ce gouvernement des entreprises? C'est un peu l'ensemble de ces mécanismes qui ont pour objectif un peu de discipliner, comme vous pouvez le voir sur la définition, les dirigeants. Donc je pose assez naturellement, pourquoi discipliner, ces dirigeants? Forcément. Et donc on a, 1re idée, et je pourrais, rien que sur le pourquoi discipliner, on pourrait en faire, 2 heures ou 3 heures d'intervention. Mais pour faire, très rapide et très simple, ce soir, on peut déjà évoquer le statut particulier du dirigeant. Je pense que vous le voyez, forcément, le dirigeant, il a ce statut particulier qu'il a accès à, potentiellement toute l'information et une exhaustivité de l'information, de l'entreprise. En conséquence, bah, il pourrait très bien,
utiliser cette asymétrie informationnelle pour pouvoir faire ce qu'il veut de manière, unilatérale, tout seul dans son coin, au niveau de l'entreprise. Et donc du fait de ce statut particulier, bah, il est important, d'avoir, bien sûr le pouvoir du dirigeant, mais des contre-pouvoirs. Donc on va l'évoquer à travers cette présentation. Et puis deuxième idée, pourquoi discipliner? C'est que l'entreprise, bah, c'est un nœud de contrat. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est le lieu où vont se confronter plusieurs, intérêts qui peuvent être divergents les uns des autres. Ce qu'on appelle aussi dans ces intérêts, c'est les stakeholders, les fameuses parties prenantes. Je pense que certains en ont entendu parler, les fameuses parties prenantes. Tout simplement, dans une entreprise, bah, vous avez forcément des clients, vous avez des fournisseurs, vous avez des salariés, des collaborateurs, les dirigeants bien sûr, le banquier de l'entreprise, vous avez l'État qui joue son rôle, vous avez, l'actionnaire et d'autres parties prenantes. Donc c'est un mélange de plusieurs parties prenantes et donc forcément, ces parties prenantes peuvent avoir un intérêt également à travailler avec l'entreprise et donc, éviter à ce qu'il y ait des abus, notamment ce qu'on appelle des fois des abus de biens sociaux, hein, tout simplement, de la part d'une équipe dirigeante. Voilà. Et donc c'est, se poser cette question d'ailleurs, également, bah, quand on parle de stakeholders, c'est de se poser la question, bah, pour qui va-t-on créer de la valeur? Donc, tiens, d'après vous, allez, on je commence une première question ouverte. Qui on crée de la valeur pour qui d'après vous? Je ne sais pas s'il y en a qui sont chauds pour répondre ce soir. Alors on crée de la valeur pour, non seulement les composantes de l'entreprise, mais également pour les actionnaires. Mais oui, exactement. Donc, on peut se positionner sur les actionnaires, tu l'as dit, Larbie. Également, bien évidemment, on crée de la valeur, pour les clients. En tout cas, c'est de la valeur perçue, souvent, et on est bien d'accord. Et puis pour plein d'autres parties prenantes. Ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire les fournisseurs, c'est-à-dire forcément, on va les payer contre des produits ou des services qu'ils vont nous proposer. L'État, on va payer des impôts contre, bah, des services ou des infrastructures, donc je sais pas, des infrastructures, électriques, autoroutiers, ce que vous voulez, aussi de compétences, hein. Quand on recrute des collaborateurs, ils ont fait des études, donc on était bien content qu'ils aient fait des études, probablement payées par l'État pour certains. Bien sûr, les dirigeants, le personnel et puis la société avec un grand S, au sens, environnemental et sociétal. Se dire, bah, il faut de plus en plus tenir compte de cette dimension, RSE. Je sais qu'au Maroc, c'est aussi un élément, qui peut être, qui commence à prendre de plus en plus, de pression et de valeur, cette question de la société avec un grand S. Donc se posent les questions du tri, de pas mal d'éléments au niveau des entreprises et du bilan carbone que peuvent, avoir ces entreprises. Mais on pourrait aussi, l'évoquer de manière, de manière beaucoup plus importante sur une bonne demi-journée, une bonne journée, complémentaire. Donc effectivement, c'est se poser cette question de la création de valeur déjà, pour qui? Donc forcément, quand on est en finance, on va être orienté pour l'actionnaire. Si vous faites un core marketing, bah, plutôt pour le client, et cetera, et cetera. Mais de toute manière, quelle que soit la création de valeur pour lesquelles vous vous positionnez et sur lesquelles vous avez un peu plus, d'appétence, bah, ça va se posera la question finalement du pouvoir de l'entreprise et savoir qui va avoir le pouvoir dans l'entreprise pour pouvoir justement faire quoi? Bah, apporter la création de valeur en fonction des différentes parties prenantes. Et dans, ces 3 pouvoirs, bah, et là on parle de gouvernance d'entreprise. Vous avez, si je reviens sur le premier, les souverains, c'est-à-dire ceux qui légitiment en dernier ressort les décideurs, ça s'appelle tout simplement un actionnaire, on est d'accord? Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'exécutif, c'est-à-dire, les personnes qui vont décider et qui exercent la fonction opérationnelle, ce qu'on appelle la direction générale de l'entreprise, bien évidemment. Et puis un troisième niveau de pouvoir, l'organe de contrôle, ce qu'on appelle aussi, vulgairement le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Et donc se pose la question de ces 3 niveaux de pouvoir pour se dire, bah, finalement, qui détient la force entrepreneuriale dans l'entreprise? Qui a véritablement le pouvoir de décider dans l'entreprise? Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est différents modèles. Je vais vous en proposer 5 modèles pour savoir, bah, en fonction des entreprises, des organisations, eh bien, forcément, le pouvoir ne sera pas au même niveau. Des fois, ça sera plutôt le souverain, des fois, ce sera plutôt l'exécutif, des fois, ça sera plutôt l'organe de contrôle.
mais c'est là où vous allez voir qu'en fonction de où est finalement le pouvoir, eh bien, l'impact que ça va, générer sur la stratégie de l'entreprise. Et j'ai très souvent, c'est l'un des éléments de conclusion qu'on évoquera aussi ensemble, c'est, j'aime bien dire, la chose suivante, c'est, «Dis-moi quelle est ta structure du capital, je te dirai quel est, ton job», presque. Puisque forcément, vous vous en doutez que, d'une entreprise à une autre, si vous cherchez un contrôleur de gestion, si vous cherchez un chef de produit, marketing, la fiche de poste d'une société à une autre, c'est exactement la même. Et pourtant, le job au quotidien n'a rien à voir. Pourquoi? Probablement, très probablement, ça dépend de l'organisation et cette organisation va dépendre d'abord de la structure actionnariale de l'entreprise. D'accord? Et on va voir, du coup, pourquoi? Parce que ça va impacter sur ces catégories de pouvoir. Alors, sur ces, 3 pouvoirs, on a dit l'exécutif, les dirigeants, donc ce sont eux, on est bien d'accord, hein, c'est la direction générale qui va définir la stratégie et mettre en œuvre les décisions opérationnelles. On est tous d'accord là-dessus? OK. Ils sont là pour proposer la stratégie et le conseil de surveillance ou le conseil d'administration, à droite, ce qu'on appelle les administrateurs, ils sont là pour, bien évidemment, assurer que l'exercice de ce pouvoir exécutif est compatible avec l'intérêt général de l'entreprise. On est bien d'accord? Et donc, il est là pour valider, la stratégie de l'entreprise et surveiller la direction générale. On est bien d'accord sur, les administrateurs et ce fameux conseil de surveillance ou conseil d'administration en fonction de l'organisation, bien sûr, de l'entreprise. Et puis les actionnaires, donc le pouvoir souverain, il est là pour, assumer en fait la continuité de l'entreprise en votant lors d'une assemblée générale d'actionnaires, hein, les orientations de l'entreprise. Et c'est eux qui vont légitimer concrètement par le vote, forcément les décisions de ces fameux dirigeants. D'accord? On voit bien, ces 3 pouvoirs, pas de questions là-dessus? C'est clair? Plutôt bon? N'hésitez pas, hein, si besoin. Eh bien, regardons un petit peu ces 5 modèles de pouvoir pour se dire, bah, qui, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, va porter la culotte? C'est-à-dire qui, va prendre le pouvoir, le contrôle de ce pouvoir au sein des organisations, d'entreprise, ou même d'organisations tout court. Ça marche avec aussi, les associations, les institutions et entreprises. 1 modèle que je vous propose, c'est ce qu'on appelle l'autocratie entrepreneuriale fermée. C'est un mot expression compliquée pour dire quoi? Pour dire que le pouvoir, vous voyez, vous avez, une petite gommette, rouge pour indiquer où est situé ce fameux pouvoir. Eh bien, il est situé, entre, le pouvoir exécutif et le pouvoir souverain qui est majoritaire. Dit autrement, c'est le fameux PDG. C'est-à-dire que on est dans une logique du, «J'ai développé mon entreprise, ma PME, et en fait, c'est très simple, hein, j'ai 100 du capital de la société, j'ai, une petite dizaine de collaborateurs, j'ai, 100 du capital de la société. Bon bref, je fais la pluie et le beau temps, dans l'entreprise et c'est moi le boss. Donc là, clairement, il y a pas d'ambiguïté. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans toutes ou quasiment toutes les PME, qu'elles soient marocaines, françaises. On est bien d'accord là-dessus? C'est le système que l'on retrouve, hein, de manière très, très, très majoritaire. D'ailleurs, c'est en ça que, on reconnaît aussi le terme PDG. Vous vous rappelez, le terme PDG, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, d'un côté, président du conseil d'administration et directeur général, donc la direction générale. C'est-à-dire que c'est une personne, le PDG, qui va cumuler la fonction de président du conseil, d'administration que vous voyez à droite, là, le pouvoir de surveillance et la fonction de direction générale. D'accord? Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, tout ça, c'est la même personne, presque. Et en général, en tant que président du conseil d'administration, ça se passe bien quand on doit, contrôler soi-même. Vous voyez, il y a sauf si on a un petit problème de schizophrénie, mais normalement, ça doit bien se passer pour contrôler, dans ces cas-là, la direction générale de l'entreprise. Donc ça, c'est un modèle qui est assez facile à comprendre, qui est, le plus répandu, bien sûr, dans les entreprises marocaines comme françaises. On a un 2e, modèle qui est l'autocratie entrepreneuriale ouverte, cette fois-ci. Et par rapport au modèle précédent, on a, vous voyez, une petite partie de pouvoir souverain avec des minoritaires. Ça, c'est un peu comme si vous aviez, l'entreprise qui était dans le modèle 1, et qui se développe,
Eh bien, pour se développer, elle a besoin bien sûr de sources de financement. Eh bien, pour se financer, bien sûr, il y a 2 sources de financement, hein, l'emprunt bancaire, ou également, bien sûr, des fonds propres. Et si votre emprunt bancaire est vous êtes un petit peu trop, limite pour pouvoir vous développer, par du financement par, la banque, eh bien, vous pouvez très bien ouvrir le capital de l'entreprise. Et en ouvrant ce capital de l'entreprise, 20 du capital, 30 du capital. Ça vous permet de récupérer du cash et du financement frais pour pouvoir vous développer, notamment par exemple à l'international, comme font très souvent ce type d'entreprise, ou pour développer tout simplement dans d'autres zones géographiques du pays. D'accord. Donc on arrive très souvent à cette logique-là. Donc, on a ce pouvoir souverain qui est splitté entre des majoritaires. Vous détenez 70-80 du capital, ou peut-être même des fois un peu moins, mais vous êtes de toute manière majoritaire. Et là, le pouvoir, il est où? Il est toujours entre le pouvoir exécutif, la direction générale et finalement ce pouvoir souverain de l'actionnaire. On pense, par exemple, si je prends un exemple d'une entreprise, alors je vais faire exprès de prendre cette fois-ci un exemple d'entreprise française, et puis, sur le modèle d'après, on pourrait s'amuser à prendre un exemple d'entreprise marocaine. Hem, je pense par exemple à LVMH. LVMH, vous connaissez, avec la famille Arnault et notamment Bernard Arnault. La famille Arnault détient, par exemple 47 du capital du groupe, LVMH. Eh bien, en étant, actionnaire, majoritaire, et vous voyez 47, est-ce qu'il est majoritaire? Oui, parce qu'il a 47 du capital, mais en droit de vote, il a plus de 50 des droits de vote. Donc il est effectivement majoritaire. Et en tant que majoritaire, bah, forcément, il est aussi, il édicte sa loi vis-à-vis du pouvoir exécutif et qui est lui-même, c'est-à-dire en tant que directeur général. Donc il est effectivement PDG également dans cette structure-là. Mais il a ouvert le capital pour pouvoir effectivement se développer tel que je vous l'évoquais. D'ailleurs, les intérêts de ce modèle-là, que ça soit le modèle 1 ou ce modèle numéro 2, dans les 2 cas, l'intérêt, c'est la rapidité d'exécution. Puisque forcément, quand vous êtes dans une structure de PDG, eh bien, vous allez beaucoup plus vite dans la prise de décision. Si vous êtes amené à racheter une société qui peut être en difficulté, bah, le temps de réunir un conseil d'administration, de valider le projet stratégique, et cetera. Là, avec le PDG, c'est bon, vous posez pas de questions, j'ai une opportunité, on peut le faire, boum, c'est parti, on signe et c'est très efficace. La contrepartie de ça, la contrainte, c'est que du coup, bah, il y a moins de notions de contre-pouvoir automatiquement et de contrôle de ces prises de décision, et notamment pour créer de la valeur pour d'autres parties prenantes. Voilà un petit peu sur ce modèle numéro 2. Modèle numéro 3, qui est le leadership actionnarial. Vous imaginez, on est, dans une configuration où vous avez un pouvoir souverain qui va, heu, prendre ce leadership, du pouvoir, notamment, bah, en décidant, directement, en imposant presque, la stratégie au niveau du pouvoir exécutif, c'est-à-dire de la direction générale. Tiens, en prenant un exemple, en France, on pourrait très bien, imaginer par exemple, le groupe Orange ou Renault. Vous avez l'État, qui, a un pouvoir souverain, majoritaire, et en tant qu'État, eh bien, va pouvoir un peu imposer sa loi auprès directement de la direction générale. Et quand vous avez, par exemple, l'État, je pense à un ministère des Finances, eh bien, le ministre des Finances peut très bien contacter directement le directeur général de la société pour dire quoi? Pour dire, «Bonjour monsieur Stéphane Richard», je pense à Stéphane Richard à l'époque chez Orange parce que c'est comme ça que ça se passait. Vous avez un ministre des Finances qui appelait le PDG d'Orange pour lui dire, bah, écoute, tu es bien mignon, mais il faudrait verser toujours beaucoup de dividendes auprès de la société parce que j'ai un budget à équilibrer au niveau de l'État français. Donc merci de verser un maximum de dividendes, sans passer forcément par la case pouvoir de surveillance, c'est-à-dire conseil d'administration. D'accord? Et là, vous avez l'actionnaire qui peut prendre, directement ce pouvoir, ou cette influence vis-à-vis du pouvoir exécutif comme vis-à-vis d'un conseil d'administration qui, du coup, le conseil d'administration a très peu de pouvoir à travers cet élément-là. Est-ce que ça vous fait penser à une entreprise, je ne sais pas, au Maroc, qui pourrait être dans cette configuration-là?
ce qui me laisse le temps de boire une gorgée. Qui, d'après vous? Bonjour, bonjour Jean-Charles. Je me présente Bonjour, tout Youssef. d'abord. En fait, j'ai été récemment admis en tant qu'exécutif MBA. Je bosse dans le domaine de la gestion des entreprises CVM et nous avons le Crédit agricole du Maroc. Il est détenu, je dirais pas majoritairement parce que je n'ai pas le pourcentage de la détention de l'État, mais il a une partie étatique qui détermine un peu la stratégie et l'orientation générale du groupe. Très bien. Effectivement, tu peux avoir cette entreprise-là. Alors, il faudrait voir si ils impactent la stratégie directement auprès de la direction générale, ou bien est-ce qu'ils passent par un conseil d'administration pour influencer effectivement la stratégie de l'entreprise. Tu as raison. Mais ça peut être effectivement un bon exemple. D'accord. Moi, Exactement. En fait, il dispose d'un conseil de surveillance qui détermine les orientations de la stratégie. Et au niveau de ce conseil, il y a le Premier ministre, le chef du gouvernement, il impacte considérablement la stratégie. Donc, on peut considérer ce genre de... Oui, tu as raison. Très bien. Merci, Youssef. Et vous voyez d'ailleurs, ce qui serait intéressant dans le programme, vous voyez, on pourra parler de, entre guillemets, de cadres des fois théoriques, en prenant des exemples après concrets sur des exemples français, et puis après sur des exemples marocains, pour comparer aussi. C'est l'intérêt aussi de ce type de fonctionnement. En tout cas, c'est une logique qui est très prégnante au niveau de l'école, de pouvoir comparer plusieurs modèles, et notamment modèle marocain avec modèle français. Bon, beaucoup de choses sont très similaires entre le Maroc et la France, hein, bien évidemment, et notamment en termes de structure de gouvernance en particulier. Tout à fait. Merci, Youssef. Après, c'est vrai, moi je pensais à des structures avec l'OCP, par exemple, qui peut aussi, vous voyez, je pense au moment où tu parlais, Youssef, de cet exemple-là, je pensais à un exemple avec OCP et l'université de Mohamed VI. Vous savez, l'université de Mohamed VI, détenue majoritairement, il me semble, ou ultra majoritairement par OCP, et OCP finance effectivement l'université. Et quand vous avez OCP aussi qui finance, de manière, on parle en milliards ou dizaines de milliards de dirhams, hein, soyons clairs. On ne parle pas d'une PME. Et donc, du coup, quand tu as ce financement-là, forcément, tu as une influence sur la direction générale en termes de projet également d'investissement, puisque c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose si tu es chez l'ISCAE ou dans d'autres écoles où tu as un autre mode de fonctionnement. Et vous voyez d'ailleurs, quand on est prof à l'ISCAE, quand on est prof à l'université Mohamed VI, je pense que le job peut être légèrement différent puisque les objectifs sont probablement très différents d'une école à l'autre. On est d'accord sur ces dimensions-là. Et donc, ça dépend bien évidemment de cette forme de pouvoir. Voilà. Un autre exemple, modèle numéro 4, je vous propose, c'est le leadership du dirigeant. Cette fois-ci, le pouvoir, il est au niveau du pouvoir exécutif, c'est-à-dire c'est le PDG ou le directeur ou la directrice générale de l'entreprise qui a la main mise sur le pouvoir. Alors ça arrive, et ça arrive dans quel contexte? Ça arrive dans un contexte où vous avez une structure du capital qui est très éclatée. Quand je dis très éclatée, c'est par exemple lorsque vous avez l'actionnaire numéro 1 de l'entreprise, il n'a que 5 ou 10% du capital. Et l'actionnaire numéro 2, bah, il a 3-4% du capital. L'actionnaire numéro 3, pareil. Vous voyez, donc c'est un capital qui est très dilué, très éclaté. Et là, dans ces cas-là, le PDG, bah, dans ces cas-là, c'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps dans l'entreprise. S'il a en plus de ça un peu de charisme, eh bien, il va pouvoir retourner le cerveau des actionnaires pour pouvoir prendre les décisions, voire même influencer complètement la stratégie des actionnaires pour leur propre retour sur investissement. Ça va, ça? Et donc, c'est là où ça devient intéressant, pouvoir exécutif, la leadership du dirigeant. On pourrait prendre, là, si je prends un exemple français, une société que vous pourriez connaître, tiens, en ce moment, qui fait l'actualité, c'est Atos. Je ne sais pas si ça vous parle. En ce moment, il y a un peu d'actualité chez Atos. Eh bien, Atos a actuellement des difficultés. Et pendant
très longtemps, vous aviez par exemple Thierry Breton qui était, directeur général PDG de la société Atos et le pouvoir était essentiellement, entre ses mains puisque, certes il allait, discuter avec les actionnaires, à gauche, à droite, bien évidemment pour, construire ou co-construire la stratégie. Il n'empêche que, l'avantage c'est qu'à l'époque il y avait assez peu, enfin le capital, l'actionnaire numéro un, j'ai oublié le nom, il avait à peu près 10-11 du capital. L'actionnaire numéro 2 c'est une compagnie d'assurance. L'actionnaire numéro 3 c'était, les salariés de l'entreprise qui avaient que, 3 ou 4 du capital. D'accord? Voilà un petit peu l'organisation. Donc c'est facile dans ces cas-là pour un dirigeant, bah, de proposer une stratégie, d'avoir du charisme également pour la proposer et donc, finalement de la faire entériner assez rapidement au conseil d'administration et donc assez rapidement aussi auprès de ses actionnaires lors d'assemblées générales d'actionnaires. Est-ce que vous voyez un exemple d'ailleurs, dans une entreprise marocaine qui aurait, ce type de fonctionnement? Alors Jean-Charles, pas nécessairement marocaine, mais je pense à Tesla. Il me semble qu'on est dans ce cas de figure puisque Elon Musk, est loin d'avoir la majorité et Oui, c'est certainement une entreprise qui parle à tout le monde, mais Tesla, on est dans ce cas de figure où on a un dirigeant charismatique, d'autant plus, qui, heu, qui impose sa stratégie. oui, mais, ça t'a pas échappé que Tesla, c'est quand même lui qui l'a créée, la société. Qui l'a Donc racheté, qui l'a racheté, il me semble. ah, il l'a racheté, Il l'a après en racheté, oui. capital, combien il a récupéré de capital de la société? Faudrait voir si le capital alors ça marcherait, l'Arbi, si, effectivement, Elon Musk, il ne enfin ou que le 1er actionnaire, il ait assez peu de capital. Mais je pense qu'à mon avis, alors j'ai pas regardé, mais je sais pas s'il y en a qui peuvent regarder en parallèle, de se dire ou si on a une intelligence artificielle qui est en train de faire un compte rendu, demandons à cette intelligence artificielle d'aller chercher l'information pour nous, de se dire tiens, quelle est la structure du capital de Tesla, pour voir si effectivement le capital de Tesla est très éclaté ou plutôt autour de 4-5 actionnaires principaux. Donc, je serais d'accord avec toi, Larbi, si effectivement la structure de capital est très éclatée. Chez Tesla, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que tu as, 4-5 actionnaires. Si les 4-5 premiers actionnaires, ils ont, 70 ou 80 du capital, la réponse serait non. Par contre, tu aurais quand même le charisme Oui, du dirigeant. Ça, je te le confirme. Alors après, même si tu as un capital qui est pas éclaté, là où je te rejoins, c'est que le charisme du dirigeant, il a une importance qui est très, enfin qui est cruciale dans, le leadership et dans la prise de décision. Donc tu as raison de prendre l'exemple d'Elon Musk. C'est vrai que par le passé, on aurait pu prendre Steve Jobs, oui. par exemple, tout à fait. Et au Maroc, non, on n'a pas d'exemple? Quelques sûrement, dirigeants charismatiques, au Maroc qui ont pu, prendre, quand même grâce à ce charisme, le contrôle et les prises de décision. Premier ministre? Le Premier ministre, tout à fait, qui, il me semble, a beaucoup d'activités de business, de son côté et je pense que alors je sais plus quelle entreprise il a, mais il a développé quand même beaucoup d'entreprises et il y avait, je sais plus, il y avait, je sais plus si c'est la femme du Premier ministre actuel ou, de l'ancien Premier ministre aussi qui avait, beaucoup d'entreprises. Oui, oui, l'actuel. Donc c'est Oui, Aqua c'est et l'actuel, hein, par exemple le mall, de Casa, Rocomole. le Maroc Mall, par exemple, je crois que ça appartient à la femme du Premier ministre, il me semble, par exemple? Il me semble, hein. Je voudrais pas Oui, me oui, tromper donc dans l'entreprise. Ouais. l'entreprise, c'est Aqua et l'entreprise du Morocomol de sa femme, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça va me revenir, je l'ai au bout de la langue, mais il n'y a pas que Morocomol dedans, il y a Oui, oui, il y en a plein d'autres, énormément de marques, de tout à fait. cosmétiques, des choses comme ça. Et donc effectivement, se poser la question, est-ce qu'elle a, cette liberté, ce leadership effectivement du dirigeant ou, au contraire, est-ce qu'elle, subit, le fait d'avoir ses pouvoirs et contre-pouvoirs, notamment d'un conseil de surveillance, un conseil d'administration ou d'actionnaires qui pourraient être forts là-dessus. Mais je pense qu'à mon avis, ça peut être aussi un bon exemple, Premier ministre, ainsi que sa femme,
dans leurs propres activités. On pourrait même parler du roi aussi, je pense, sur certaines dimensions, bien sûr sur les activités business. Tout à fait. Très bien. Et puis enfin, dernier modèle que je voulais évoquer avec vous, c'est démocratie entrepreneuriale, puisque dans ce cas de figure, là, vous voyez, le pouvoir, il est plutôt équilibré entre le pouvoir exécutif, le pouvoir souverain et effectivement le pouvoir de surveillance. Un pouvoir qui est équilibré, euh, ça arrive, alors ça peut être idéal, bon, c'est pas forcément idéal automatiquement. La démocratie entrepreneuriale n'est pas forcément un système, un modèle idéal, puisque ça va dépendre complètement de l'entreprise, du charisme du dirigeant, comme on vient de l'évoquer, et de plein d'autres éléments, d'accord, qui peuvent être intégrés. En France, on pourrait parler de Michelin, on pourrait parler d'Air Liquide, qui sont plutôt dans des entreprises et des structures, des organisations beaucoup plus équilibrées que dans d'autres modèles. Et d'ailleurs, vous voyez, sur ces différents modèles, sur ces 5 modèles, l'idée, c'est pas de se dire il y a un modèle à privilégier plus qu'un autre. Vous l'avez bien compris, je pense que ça va dépendre de quoi? Vous l'avez compris que ça dépend de la structure du capital, ça dépend du charisme et du leadership du dirigeant, bien évidemment. Ça va dépendre aussi des pouvoirs et des contre-pouvoirs que l'on va avoir au sein d'un conseil d'administration, et puis des rapports de force. Là, il y a quelques jours, je suis intervenu pour l'INRAE, qui est un institut de recherche sur tout ce qui est en agriculture et en biodiversité, etc. Eh bien, le syndicat, la FNSEA, a une influence, pourtant un syndicat d'agriculteurs, a une influence considérable, par exemple, sur un conseil d'administration de l'INRAE ou sur d'autres instances liées à cette structure. Donc c'est assez compréhensible. Donc du coup, vous voyez, ça va dépendre des influences que l'on peut avoir, que ça soit interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise. Bien évidemment, on a évoqué un peu l'État qui peut jouer aussi un rôle important d'influence dans ses pouvoirs. Alors, pour un peu, je vois l'heure qui passe, donc pour un peu conclure, etc., ce qui est aussi important, c'est de se dire, bah, vous voyez, avec ces différents modèles, je pense que vous voyez un peu ces jeux de pouvoir qui commencent à arriver et se pose souvent la question de se dire, bah, finalement, et chez vous, dans vos entreprises respectives, comment se joue ce jeu de pouvoir et qui a cette force entrepreneuriale? Et très souvent, en échangeant avec les participants, on se pose cette question, bah, finalement, avec quel actionnaire travailler? Parce que si on est amené à développer son entreprise, il est important de se poser la question, si je dois ouvrir le capital, j'ouvre le capital, mais à qui? Et donc en fonction de l'actionnaire, et bien évidemment, on pourrait se dire, bah, un actionnaire, par définition, il a un intérêt financier. Rappelez-vous, un actionnaire, il gagne de l'argent de 2 manières, hein. Première manière, il va toucher des dividendes et deuxième manière, il va faire une plus-value en cas de revente de l'action. On est bien d'accord là-dessus. Sauf que vous pouvez avoir des actionnaires qui sont, certes, ils vont sur les aspects financiers, sont ces 2 éléments qu'on vient d'évoquer. Toutefois, il y a la question de l'influence. Bah, si vous êtes un business angel, bah, vous mettez de l'argent dans une société, vous avez confiance en l'équipe de direction et vous laissez tranquille. Donc vous n'êtes pas un activiste effréné pour essayer d'influencer la stratégie de l'entreprise. Ce qui est peut-être pas la même chose si vous êtes un fonds d'investissement, si vous êtes chez Ciparex, les salariés, ils ont une autre logique, BPI France, c'est pareil. Et la même chose, bien évidemment, au Maroc, il faut se poser la question, quand je suis amené à me développer et à aller chercher des sources de financement en fonds propres, eh bien, c'est de se poser la question, quel actionnaire, avec qui je voudrais travailler? Il y a la question de l'horizon d'investissement, le plus ou moins long terme, bien sûr, mais il y a la question du que veut-il? Quel est son intérêt autre que financier? Est-ce qu'il veut qu'une dimension financière ou est-ce qu'il a d'autres enjeux qu'une partie financière? Youssef, tu voulais rebondir, non? En Non, fait, c'est bon, je vais essayer. Non, c'est bon. je voulais juste, mais ce sera pour, je voulais, je l'ai programmé pour la fin de notre réunion. Juste Ça marche. présenter que
La structure dans laquelle j'évolue maintenant, il était organisé via un président-directeur général auparavant, durant les années 2010 jusqu'à 2019. Et récemment, nous avons adopté un conseil d'administration qui oriente la direction générale et celle-ci a le pouvoir exécutif. Je voulais Mmh. partager cette idée pour. Oui, oui, tu as raison. Mais Jean-Charles, au niveau de notre structure, nous sommes une vingtaine de personnes, donc c'est une PME. Au début, comme vous avez dit, le caractère opérationnel, il était déterminé par le président directeur général. À la signature des bulletins de souscription rachat, en fait, quasiment toute la partie opérationnelle. Là, il a délégué une bonne partie au directeur général pour faciliter un peu et fluidifier le caractère opérationnel. complètement. Ouais, c'est intéressant. Et vous voyez, c'est ça qui est d'ailleurs, et pour conclure, c'est finalement, on revient à la question qu'on se posait au début, c'est quel est l'impact de la gouvernance entreprise sur la stratégie? Je pense qu'à travers ces petits exemples de modèles qui peuvent exister et à travers le retour d'expérience de Youssef et d'autres, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, finalement, il y a un vrai impact déjà de la gouvernance, il faut bien en avoir conscience sur la stratégie pour savoir bah, ce que j'évoquais vulgairement, le côté qui porte la culotte, mais qui va détenir le pouvoir et en fonction de cette structure actionnariale et des profils de cette structure actionnariale, vous allez avoir une influence sur la stratégie, sur à la fois la stratégie et aussi sur le comment mettre en place cette stratégie. Donc ça, souvent, on le verra à travers, bien, vous le verrez à travers des cours notamment en matière de stratégie, parce qu'il y a la dimension de la stratégie, il y a la dimension de la stratégie opérationnelle, bien évidemment, c'est-à-dire comment on met en place cette stratégie dans nos équipes respectives, et bien évidemment dans les business units que certains vous pouvez gérer directement, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous. Vous voyez rapidement, c'est une sorte de teasing de ce qu'on pourrait voir dans un cours de gouvernance d'entreprise. En mélangeant, vous voyez, on a finalement parlé en 30-35 minutes. On a parlé de quoi? On a parlé de stratégie, on a parlé de gouvernance d'entreprise, on a parlé de finance, et on pourrait parler, vous voyez, d'autres éléments et d'interactions que l'on a. Et les intervenants que vous serez amenés à rencontrer sont sur des profils un peu similaires aux miens, c'est-à-dire une dimension de compréhension de la recherche pour se dire où va-t-on d'un point de vue recherche. Là, je vous prends un exemple de gouvernance d'entreprise. On a notamment un Institut français de la gouvernance d'entreprise qui est en pointe en matière de recherche en gouvernance d'entreprise. Oui, on peut faire de la recherche en finance, en gouvernance d'entreprise, c'est possible, si, je vous assure. En compta aussi, ça arrive. Euh, et donc pour échanger avec vous, non pas dans une logique théorique, mais véritablement très opérationnelle pour pouvoir échanger avec vous en évoquant vos retours d'expérience. Donc c'était intéressant que Youssef, que bien sûr Larry puisse évoquer certaines dimensions, parce que c'est aussi ça, c'est des échanges avec les participants que l'on nourrit, qu'on se nourrit dans ses propres organisations pour se sentir un petit peu plus fort. Et des fois, le fait de rencontrer d'autres personnes dans d'autres secteurs d'activité, ça vous permet d'avoir un autre regard de vos propres activités respectives. Et c'est là où c'est intéressant. Vous voyez, on merci Youssef. Je ne sais pas si Nada, Moi, j'ai une Navid. Oui, question. Est-ce que tu recommandes des lectures avant d'intégrer le MBA? Voilà, certains bouquins qui pourraient nous aider un peu plus à voir des ouais. éléments de langage. Voilà. Oui, on peut effectivement faire ça, notamment après l'inscription, c'est-à-dire de commencer à vous faire une sorte de revue de littérature, d'ouvrages. Et là, par rapport à notre thématique qu'on vient d'évoquer, il y a par exemple un bouquin
qui n'est pas très long, qui s'appelle Le gouvernement des entreprises de Pierre-Yves Gomez. Gomez, Gomez, Pierre-Yves, qui était d'ailleurs directeur de l'Institut français de la gouvernance d'entreprise, qui a aussi, au niveau des entreprises, a contribué à évoquer aussi des codes de bonne gouvernance d'entreprise, puisque le Lyon, on est aussi à la pointe, ce que je vous disais, de la recherche, mais aussi de la recherche opérationnelle avec les entreprises en matière d'organisation des entreprises. Et donc, on aime bien faire évoluer les choses. On n'est pas que, entre guillemets, théorique pour faire des cours. On aime bien pouvoir être très opérationnel pour pouvoir faire des allers-retours entre la pédagogie et la recherche. Vous voyez, c'est deux métiers qui sont complètement complémentaires. Et bien évidemment, c'est la même logique avec Centrale Supélec, avec les intervenants de Centrale Supélec. On est très complémentaires de ce point de vue-là, sur nos champs disciplinaires, bien sûr, respectifs. Mais on fera ça, Salma. Mais tu vois, gouvernement des entreprises, si je prends cet exemple-là, Pierre-Yves Gomez. Merci. J'ai une question plus propre au MBA. Pourquoi cette alliance avec Centrale Supélec? Pardon pour cette question, il n'y a pas de piège, hein, c'est juste, autant le Lyon, bon ben, pour l'avoir pratiqué, je comprends bien. Mais pourquoi cette alliance? Est-ce que ça veut dire que c'est un MBA qui est plutôt tourné technique ou plutôt tourné Non, alors, un peu des deux. Disons qu'on va avoir 70% à peu près des interventions sont des interventions de l'Agnon, 30% côté Centrale Supélec. Ben, nous, on voulait, on a eu un campus il y a quelques années à Casablanca, et malheureusement, avec notre partenaire, ça s'est arrêté. Et on voulait quand même maintenir effectivement une activité à Casablanca, parce on voit qu'il y a beaucoup de potentiel au Maroc, Casablanca en particulier, côté UM Et on a échangé avec plusieurs écoles et bien évidemment, Centrale Supélec est arrivé assez naturellement, puisque on a eu d'autres collaborations avec Centrale Supélec sur d'autres sujets, notamment en sur-mesure, sur d'autres éléments, et on était très complémentaires. Et c'est pour ça que voilà, il y a une vraie valeur ajoutée à travailler, à faire une combinaison entre une école d'ingénieur et une business school. Et vous le savez pourquoi, hein, tout simplement. Vous savez que, je vais peut-être redire des choses que vous connaissez, mais 80% des métiers de 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. Et quand on est dans ce cadre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous voyez, dans le chat, on a été interpellé par une intelligence artificielle. On est clairement dans ce monde avec de l'IA. C'est peut-être pas moi, Jean-Charles Clément, Business School, qui va pouvoir vous dire comment on va travailler avec l'IA. Si, je peux vous parler d'un point de vue pédagogique, parce que je l'utilise, l'IA, d'un point de vue pédagogique, mais il y a des révolutions de métiers, et ça, Centrale Supélec va pouvoir nous accompagner sur des technologies, va pouvoir vous accompagner pour échanger sur des visions de technologie. Et quand on match les deux, c'est super puissant entre une vision scientifique et une vision business. Il y a des fois des modules qui s'appellent IA dans le business. Voilà. Donc clairement, c'est une évidence que de travailler avec une école d'ingénieur quand on est une business school. Et inversement. Donc ça s'est fait assez naturellement, et malheureusement, Nassef n'est pas présent avec nous, mais je pense qu'il le dirait aussi avec d'autres mots, mais clairement, c'est assez naturel d'avoir une alliance école d'ingénieur et business school. Et en plus, sur le site de la Bouskoura, qui est très bien, donc il y a beaucoup de participants qui, en plus de ça, habitent pas très loin de Bouskoura, très souvent, ou peut-être du côté de Californie et autres. Et donc, du coup, on est très bien situé. D'accord. Bouskoura. Merci pour ces éclaircissements. Merci, Et Laurent. si je peux me permettre d'ajouter un petit élément, la dernière webinaire avec Nassef, il avait aussi évoqué le côté innovation et intelligence artificielle, où Centrale est au top. Et d'ailleurs, c'est Nassef lui-même qui donne certains cours, si je ne me trompe pas. Peut-être tu Tout à fait. confirmeras, Jean-Charles. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, ce sont des éléments qu'à l'Union, on peut essayer d'apporter, mais rien de tel qu'une école d'ingénieurs qui sera à la pointe de l'information sur ces dimensions-là.
Nous, on sera à la pointe sur d'autres aspects. Vous voyez, il y a des réglementations au niveau de l'Union européenne sur la CSRD. Je ne sais pas si ça vous parle à certains. Peut-être qu'on commence à vous embêter pour si vous êtes dans des entreprises, notamment françaises et européennes. CSRD, vous connaissez, je pense, les normes IFRS, les normes internationales en comptabilité finance. Eh bien, il y a des normes internationales au niveau de l'Union européenne sur des indicateurs de performance extra-financiers. Et donc, c'est en train d'arriver sur l'Union européenne. Et nous, on commence à être bien déployés au niveau de l'EMION sur ces dimensions-là pour accompagner les entreprises, pour anticiper en fait les 10-20 prochaines années par rapport à des critères justement de RSE qui vont impacter de plus en plus les décisions dans les stratégies, dans les décisions opérationnelles des entreprises. Donc, c'est aussi des éléments qu'on peut échanger bien évidemment, en particulier au Maroc, avec tout le potentiel que le Maroc va développer ces prochaines années. Bien sûr, la Coupe du monde 2030, mais pas que, avec plein de projets dans tous les sens. Avec le Grand Casa, on voit, je crois il me semble que c'est 3 milliards d'euros que j'ai cru voir récemment d'investissement sur le Grand Casa pour la partie infrastructure de Casa et du Grand Casa. Et pour le voir à Darboisa, parce que je navigue, vous voyez, je suis petit Français qui navigue entre le Maroc et la France. Moi, j'habite aussi à Darboisa, et donc je pense qu'il y en a peut-être qui habitent aussi à Darboisa, avec les trémies qui sont en construction en ce moment. Donc, on voit bien qu'il y a quelques travaux potentiels pour développer effectivement le Grand Casa. Juste Jean-Charles, s'il te plaît, pour revenir à la partie CSRD, au niveau du marché des capitaux marocains, on est en train de mettre en place un fonds qui normalement devrait distribuer des intérêts ou bien des dividendes à des objectifs qui sont socialement responsables. Genre pour financer on ne sait toujours pas décider sur le projet à financer, soit de la génération d'énergie électrique via l'hydrogène ou bien autre chose, mais on est en train d'aborder cette thématique. Eh ben, écoute, c'est très bien, et si besoin, par exemple, l'Union peut accompagner sur des logiques comme ça. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, c'est des éléments nouveaux, mais sur lesquels ça fait déjà depuis quelques années qu'on travaille dessus. Donc, on est toujours dans l'anticipation du monde de demain. On ne sait pas forcément ce qui va nous arriver dans 5 ans. Par contre, c'est une question de capacité d'adaptation, et c'est ce que vous allez avoir aussi à travers l'exec MBA. On va vous accompagner, bien sûr, sur du contenu fondamentaux en stratégie, finance, marketing, etc. Mais en tout cas, il est clair qu'on vous accompagnera pour essayer de vous adapter le plus possible. Eh ben, écoutez, très bien. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je ne sais pas si dans le chat, il y en a eu ou si ça a été clair. Nargis, je ne sais pas si tu veux reprendre la main et conclure, ou c'est tout bon, si tu veux rajouter un mot. Merci beaucoup, Jean-Charles. C'est fort instructif. Donc, vous allez recevoir des mails. Je pense qu'on va pouvoir diffuser le replay du webinaire au cas où vous auriez envie de vous imprégner autrement. Et vous aurez d'autres mails où vous serez invité éventuellement à prendre rendez-vous avec un conseiller si vous avez envie qu'on étudie ensemble votre projet de MBA. Et sinon, en tout cas, on a été ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette masterclass. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée, et puis à très bientôt, j'espère. Merci. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. Bonsoir tout le monde.